L'ADEME nous propose une émission appelée Déchets du bâtiment, le bâtiment à l'heure de l'économie circulaire. Pour répondre aux besoins des populations, logement, aménagement du cadre de vie, etc., le secteur de la construction est l'un des tout premiers consommateurs de ressources et producteurs de déchets. Des marges de progrès existent pour réduire ses consommations et ses productions, que ce soit en termes de conception des ouvrages, de recyclage des déchets ou de réemploi de produits non utilisés, fin de vie des bâtiments. Par ailleurs, la prévention et le recyclage des déchets du BTP sont au cœur des priorités de la politique européenne et nationale, au travers notamment des objectifs fixés par la directive cadre déchets, le paquet économique circulaire 2015 de la Commission européenne, le programme national prévention 2014-2020 et bien sûr la loi de transition énergétique pour la croissance verte d'août 2015. Pour en parler, j'ai à mes côtés 6 intervenants. À ma gauche, Laurent Château de l'ADEME qui a organisé cette émission. Face à lui, Vincent Bazuyot de la Commission européenne. À sa droite se trouve Claude Laleuf, responsable adjoint de la mission développement durable à la ville de Lyon. Juste à côté, Benjamin Laclos, qui est ingénieur des technologies de la construction au centre de ressources Nobatec. Face à lui se trouve Gilles Nantais, président du syndicat des recycleurs du BTP. Et puis juste à côté de lui se trouve Sébastien Sureau, délégué général du SNED, le syndicat national des entreprises de démolition. Alors, on a prononcé, ou j'ai prononcé 2 mots importants, c'est bâtiment et économie circulaire. Quand on parle de bâtiment et d'économie circulaire, de quoi parle-t-on, Laurent Château ? Alors le bâtiment, tout le monde l'a en tête, c'est un secteur qui est fort consommateur d'énergie et de gaz à effet de serre. Et c'est des sujets et des thèmes sur lesquels les acteurs et l'administration est extrêmement mobilisés pour réduire ces impacts. Ce qu'on réalise quand même moins, c'est que le bâtiment, c'est également un secteur qui est un fort consommateur de ressources. On a quelques chiffres à citer. Le bâtiment, c'est 22% de la consommation de granulats, c'est 50% de la consommation de l'acier, c'est un tiers de la consommation de l'acier. Donc c'est énormément de ressources qui sont consommées dans le bâtiment, qui sont mises dans le bâtiment. Et au gré du cycle de vie justement de ce bâtiment, ces matières, à un moment donné, sont démantelées et sont généralement mal gérées et ne retrouvent pas un cycle de production. Donc il est important de pouvoir réaliser qu'au-delà de l'énergie des gaz à effet de serre, des ressources sont consommées et qu'il faut réduire l'impact en consommation de ressources du bâtiment. Alors réduire l'impact bien sûr, mais créer aussi une boucle vertueuse et rentrer dans le scope de l'économie circulaire. Je recevais un cimentier avant-hier ici même. On sait que des solutions techniques existent en termes de démolition, de déconstruction et de recyclabilité. On est à quel, sur une échelle de 1 à 10, pour poser une question simple, on est à quel niveau aujourd'hui ? Avant de répondre à cette question, ce qu'il faut quand même replacer dans le contexte de l'économie circulaire, c'est que depuis longtemps, on a géré le bout du tuyau, c'est-à-dire ce que deviennent les déchets. Ce qui est important de relativiser maintenant, c'est qu'il faut agir plus en amont sur la conception des bâtiments, sur la commande et l'exigence des maîtres d'ouvrage en matière de besoins de leur bâtiment, et pour justement aller plus vers une rationalisation de l'utilisation de ressources dans le bâtiment. Après, c'est vrai que pour gérer le passif, les bâtiments qui sont là actuellement et les déchets qui sont générés, il y a un certain nombre de filières et de développements qui ont pu être faits. Et donc, on a maintenant un panel de solutions qui est exploitable, opérationnel industriellement, et qui peuvent être des solutions qui peuvent être mobilisées pour bien gérer et bien recycler un certain nombre de déchets. Alors, sur une échelle de 1 à 10, je pense qu'on peut estimer qu'on serait sur une échelle de à peu près... je dirais 7 à 8 en termes de technique, mais en termes de pratique, en termes de quantité de déchets qui suivent ces filières, on est en dessous de 5, c'est sûr. Bon, ben ça fixe bien le débat. Je le disais en introduction, les priorités de la politique européenne et nationale sont bien sûr la prévention et le recyclage. Je voudrais avec vous, Monsieur Bazuyot, puisque vous représentez la Commission européenne, faire un focus sur la réglementation européenne et la parution prochaine du protocole européen de gestion des déchets de la construction et de la démolition, pour comprendre un petit peu comment, au niveau européen, avec transposition dans les différents pays de l'Union, on peut arriver à un socle commun et vertueux du coup. Oui, la question des déchets de construction et de démolition n'est pas un sujet nouveau pour la Commission, bien entendu. La directive cadre déchets de 2008 avait déjà posé, je dirais, les principes de recyclage parmi la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Nous avons, en 2012, élaboré la stratégie de construction 2020, qui rappelait l'importance de l'économie des ressources dans le monde de la construction.
Et puis, bien entendu, il y a tout juste un an, le 2 décembre 2015, est survenue la parution du paquet économie circulaire qui est assorti d'un plan d'action et dont notamment le secteur de la construction constitue un secteur prioritaire, avec 3 actions clés. Vous avez mentionné le protocole de gestion des déchets de construction et de démolition, qui est maintenant élaboré et qui a été publié, mis en ligne début novembre. Nous sommes en ce moment occupés à traduire dans les différentes langues européennes ce protocole. Donc la version française sera disponible très probablement dès le tout début d'année 2017. La deuxième initiative, c'est l'élaboration de bonnes pratiques en matière d'audit des bâtiments et des infrastructures avant leur démolition et leur rénovation pour évaluer les flux de déchets et réfléchir, même avant de commencer les travaux, sur le devenir de ces déchets. Et puis je finirai avec cette initiative qui est une démarche prospective, qui est l'élaboration d'instruments de mesure d'efficacité environnementale, de performance environnementale des bâtiments, qui débouchera tôt ou tard sur une révolution en matière de conception des bâtiments, puisqu'il faudra prendre en compte la démolition des bâtiments, je dirais, dès leur conception, pour anticiper sur les modes de traitement des déchets. Alors, on va être ambitieux. On va être ambitieux, et vous l'êtes, parce que vous voulez dire qu'à terme, il faudra anticiper, finalement, pour arriver à ce qu'on pourrait appeler le zéro déchet du bâtiment. Je vais me tourner vers vous, Benjamin Laclos. Vous êtes ingénieur en technologie de la construction au Centre de ressources Nobatec. Prenez un micro. Je voudrais qu'on commence à explorer la notion de zéro déchet dans le bâtiment. Est-ce que c'est possible et est-ce que des outils existent et comment les professionnels, les opérateurs du bâtiment peuvent s'appuyer sur ces outils pour essayer d'être le plus vertueux possible? Je répète ce mot, mais c'est ça aussi l'économie circulaire. Alors, l'intervenant avant moi a rappelé une chose importante, c'est que pour l'instant on traite, quand on parle de déchets, de zéro déchet, on parle souvent des déchets en phase chantier ou en démolition, comment on gère les déchets. Mais une chose essentielle que l'on oublie trop souvent et qui est encore assez prémisse, c'est comment concevoir un bâtiment pour que tout au long de son cycle de vie, il ne génère moins de déchets possible ou que ce qui soit déconstruit puisse être utilisable ou recyclable. Alors, grâce à l'ADEME, on a mené un projet qui nous a permis à l'échelle mondiale de faire un benchmark de ce qui se faisait, finalement des expériences, ce qui se faisait, des guides. Et on s'est rendu compte qu'on était vraiment un peu en retard par rapport aux pays outre-Atlantique, à l'Angleterre sur certains points. Et pour arriver à une approche zéro déchet, on s'est rendu compte qu'il fallait balayer en conception on peut y arriver par des biais en fait, par le biais de la conservation d'existants, par le biais de zéro déchet en phase chantier. Ça, c'est quelque chose que l'on maîtrise petit à petit et qu'on maîtrise bien, mais aussi en considérant l'évolution du bâtiment, faire en sorte qu'il soit évolutif, qu'il soit démontable, que considérer ces phases d'entretien-maintenance et intégrer de manière transversale tous ces aspects de conception, et pour que dans tout son cycle de vie, ce soit considéré. Et on verra et on voit à travers tout un paquet de données que ça peut être économiquement viable sur le long terme et a fortiori, justement, pour l'environnement, une bonne chose. Alors, il existe un outil qui s'appelle BASED. Oui. Alors, il existe des outils de calcul, des guides qui sont toujours sur une thématique. Ça va être la gestion de déchets. Ça va être, outre-Atlantique, ça va être souvent le DFD, le Design for Disassembly, comment faire démontable. De manière transversale, qui parle de tous ces biais-là, il n'y a rien. Même à l'échelle mondiale, il y a rien. Et grâce à l'ADEME, sur le projet BASED, qui a été lauréat à l'appel à projet des déchets du BTP, on a permis d'écrire un guide et de réaliser un site internet qui est disponible gratuitement pour tous les acteurs du secteur, où on regroupe tous les aspects techniques, des retours d'expérience à destination des industriels, des maîtres d'œuvre, des maîtrises d'ouvrage, sur tous ces aspects-là. En gros, c'est en France la première initiative qui permet d'avoir, pour la conception, le maximum d'informations disponibles.
Alors nous avons la chance d'avoir autour de cette table les deux syndicats, le syndicat national des entreprises de démolition avec Sébastien Sureau et puis le SRBTP, le syndicat des recycleurs du BTP. J'aimerais dans un premier tour de table, on va dire, vous entendre sur cette notion d'économie circulaire dans le bâtiment, de gestion des déchets et éventuellement des déchets de démolition, d'éco-conception. Quel est aujourd'hui votre sentiment, votre position et comment les professionnels que vous regroupez travaillent sur cette question? Alors nous, c'est vrai qu'en tant que représentants des entreprises de démolition, on est un métier qui a beaucoup évolué en l'espace d'une vingtaine d'années, notamment porté par deux enjeux principaux: la question de la dépollution des bâtiments, avec tout ce qui est le désamiantage notamment, qui a été un enjeu fort et qui a permis quelque part à la profession de se moderniser, de se robotiser, de monter en qualité et en compétences. Et quelque part aujourd'hui, ça se retrouve beaucoup sur la question de la gestion des déchets. C'est-à-dire que tout cet acquis de compétences, cette montée en gamme, aujourd'hui nos entreprises la déploient pour une meilleure gestion des déchets. Historiquement, la démolition a quand même s'est toujours préoccupé de la question des déchets parce qu'il fallait trouver systématiquement des exutoires et sur des volumes importants. Et c'est vrai que, notamment sur les inertes, ils ont trouvé régulièrement des solutions pour valoriser des volumes qui sont importants. Aujourd'hui, l'enjeu, il est beaucoup sur les déchets de seconde œuvre, avec une phase notamment de curage qui est dans le renouveau urbain des besoins de plus en plus forts de réhabilitation des bâtiments plutôt que de la démolition. Et donc on voit qu'on est obligé de plus en plus de traiter les déchets de seconde œuvre pour notamment répondre aux objectifs de la Commission européenne de valorisation de 70% des déchets. Il faut qu'on s'attaque à des déchets qu'on ne valorisait pas ou très mal jusqu'à présent. Par exemple, une fenêtre en PVC. Par exemple, une fenêtre en PVC, des parois en verre, des parois en plâtre. Donc il y avait des filières historiques, notamment sur les métaux et le bois, qui fonctionnaient plutôt bien. Mais aujourd'hui, il faut s'attaquer quelque part à ces nouvelles filières, les sols, les moquettes, les faux plafonds, etc. Et c'est des enjeux à la fois quelque part de filières, mais aussi pour nous en tant que démolisseurs, de techniques de démolition. Et finalement, on se rend compte, et c'est notamment l'étude Démoclès à laquelle on a fortement contribué, que trier, c'est un geste plutôt naturel, voire très naturel dans une opération de démolition, puisque le démolisseur, quand il intervient dans un bâtiment, il travaille finalement plutôt par matériaux. Oui, bien sûr, voilà. Matériau par matériau. Et donc finalement, ce tri, il le fait naturellement au fur et à mesure de curage du bâtiment. Et quelque part, jusqu'à présent, les solutions qui étaient proposées pour la gestion des déchets l'obligeaient quelque part à remélanger. Et donc nous, enfin en tout cas c'est vraiment les conclusions de l'étude Démoclès et c'est vraiment les messages qu'on porte, c'est que finalement c'est quand même absurde de mélanger des matériaux qui ont été triés et il faut profiter de ce tri naturel qui se fait pour derrière directement envoyer les matériaux triés vers les bonnes filières. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on sort comme ça des matériaux d'une très bonne qualité. Voilà. Gilles Lanté, Benjamin Leclos en parlait, on a longtemps été, on l'est peut-être encore aujourd'hui, dans une notion de gestion des déchets du bâtiment pour trouver un exutoire, éventuellement une filière. Alors, vous qui représentez le syndicat des recycleurs du bâtiment BTP, un bâtiment et travaux publics, quelles sont aujourd'hui les filières qui existent? Y a-t-il des filières qui sont manquantes? Qu'est-ce qu'il faut imaginer pour finalement tendre toujours sur la même question, vers le zéro déchet, non pas zéro déchet dans la nature, mais zéro déchet parce que réutilisé, parce que recyclé? Ce qu'il faut déjà changer, je pense, sur l'interprétation, c'est le mot déchet. Aujourd'hui, on parle beaucoup de matières premières secondaires. Matières premières secondaires. Si, comme l'a dit la personne du SNED, on a une vraie déconstruction qui se fait dans les bâtiments, nous avons des produits qui sont facilement valorisables, des produits qui ne sont pas pollués. Ce qu'il faut enlever dans l'esprit des gens, c'est qu'on met tout dans un contenant qu'on appelle malheureusement une benne, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Tout en mélange, même si on est équipé, si nos adhérents sont équipés de centres de tri performants, mécanisés ou pas, derrière les produits se mélangent et se polluent. Donc il est important pour nous que la notion, comme l'étude Démoclès l'a fait, c'est une vraie déconstruction avec du monoproduit.
du monoproduit. Vous parliez de verre tout à l'heure. Par exemple, le verre, il faut qu'il soit stocké dans des bennes qui soient propres, nettoyées, qu'il n'y ait pas de gravats au fond, parce qu'autrement le verre n'est pas réutilisable. On parlait de plâtre, c'est pareil pour le plâtre. Aujourd'hui, les filières ont tellement avancé qu'on est sur de la valorisation, de recyclage, fabrication de matières premières avec des laines minérales, avec du complexe d'étanchéité. Des panneaux sandwich par exemple, c'est tous des produits aujourd'hui où il y a des filières, à condition que ça ne soit pas mélangé, que ça soit très bien déconstruit, bien séparé à la base. Ce que vous Exactement, oui. Je reviens vers vous sur la typologie de vos adhérents. Alors, il y a des grandes entreprises, bien évidemment, comme partout, et puis il y a des petites entreprises, voire même des artisans qui démolissent. Comment arriver à communiquer, à faire passer les bons messages quand tous n'ont pas la possibilité d'accéder à une filière de recyclage, d'amener, puis après on parlera un peu des coûts aussi. Alors, nous, c'est vrai qu'au niveau du syndicat, c'est notre métier de faire de la sensibilisation auprès des acteurs. Quelque part, il y a aussi un cycle assez naturel qui fait que plus les filières derrière seront rentables, plus ça sera facile aussi de déployer des bonnes pratiques. Alors, il faut savoir aussi quand même que dans le domaine de la démolition, on a peu d'artisans. Donc on est quand même plutôt sur des bases de PME, avec des gens qui aussi souvent associent l'opération de démolition avec des plateformes de recyclage. Donc vraiment ce sont des mondes qui sont très proches l'un de l'autre. Par contre on a un enjeu très fort de sensibilisation, c'est plutôt vers l'amont, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, à qui on essaie de faire comprendre en permanence l'enjeu du déchet, l'enjeu de bien préparer des chantiers, laisser le temps aux entreprises de faire leur travail, parce que c'est ça aussi, quelque part, si on doit recycler proprement et démonter proprement, ça prend plus de temps. Et c'est vrai que souvent, malheureusement, on a la pression des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre qui nous demandent de faire des chantiers en un temps très court parce que derrière, ils ont eu le permis de construire et puis qu'il faut aller très vite. Et c'est vrai que nous, notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre à ces enjeux, de façon à ce que derrière, on ait des chantiers qui soient le plus faciles à gérer possible et en lien avec les filières, parce que les filières n'existent pas partout et que, en fonction de la zone géographique où vous êtes, vous avez des équilibres économiques qui peuvent être différents. Et donc, il faut absolument travailler aussi en lien avec les filières pour faire ce recyclage, un recyclage quelque part adéquat. Alors, en parlant de maîtrise d'ouvrage, vous m'amenez naturellement vers Claude Laleuve, la maîtrise d'ouvrage public, puisque M. Laleuve est responsable adjoint de la mission développement durable à la ville de Lyon. Monsieur Laleuve, bonjour, bienvenue chez vous, puisque oui, merci. On est chez vous à Eurexpo à Lyon. Quelles sont les obligations du maître d'ouvrage aujourd'hui ? Je dirais que la première obligation du maître d'ouvrage, c'est déjà d'accepter d'exercer ses responsabilités. Ce qui n'est pas toujours facile compte tenu de la structure administrative des différentes collectivités. Mais je crois que, si vous voulez, le premier rôle du maître d'ouvrage, c'est d'être effectivement le chef d'orchestre et de bien définir ce qu'il veut faire. La définition des besoins, c'est essentiel. Et puisqu'on parle de déconstruction de bâtiments, il n'est pas du tout envisageable, et ça rejoint l'économie circulaire, de déconstruire pour réutiliser sur place éventuellement certains matériaux. Après, le maître d'ouvrage, il est également responsable de la gestion derrière. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se fait généralement, où on abandonne le déchet entre les mains de l'entrepreneur. Ça, c'est le code de l'environnement qu'il dit, hein ? Oui, demain, si vous voulez, il est absolument indispensable que nous ayons une trace de nos déchets, puisque c'est maintenant imposé par la loi. Et donc, on doit savoir s'organiser, si vous voulez, dans la maîtrise d'ouvrage pour avoir un bon retour du devenir de ces déchets. Donc, ce qui veut dire que vous êtes responsable de l'ouvrage, ça c'est clair, ensuite de sa démolition et ensuite de la gestion des déchets issus de la démolition. Absolument. Vous ne pouvez jamais, en tant que maître d'ouvrage public, déléguer cette responsabilité. Ah si, le rôle même d'un maître d'ouvrage, c'est de savoir s'entourer.
Donc il est indispensable d'avoir des spécialistes que nous recrutons grâce au marché public, en ce qui concerne une maîtrise d'ouvrage public. Et effectivement, tout notre talent, si vous me permettez, ça va être de rédiger des clauses dans les marchés où on pourra imposer des champs, des tâches à faire, et en même temps que nous ayons les moyens de contrôler la bonne exécution de ces tâches. Quelles questions se posent encore lorsque vous procédez, alors surtout dans une ville comme Lyon qui est en pleine reconstruction, on reconstruit la ville sur la ville, hein, d'une certaine manière. Quelles sont les questions qui se posent encore, les difficultés que vous rencontrez ? La difficulté, c'est que si vous voulez, pour une grande ville comme Lyon, nous ne travaillons que très rarement en curage de bâtiments, c'est-à-dire que on s'adresse on fait de l'allotissement et on a affaire effectivement, comme vous le disiez, à des artisans qui sont pas encore suffisamment sensibilisés. Deuxièmement, moi je dirais qu'aussi déconstruire, ça s'apprend. Hein, il ne s'agit pas de rentrer dedans avec une masse. On ne touche pas impunément tout l'immeuble sans prendre des précautions. Donc pour le moment, c'est ça le problème, c'est d'arriver à inculquer des nouvelles méthodes à nos partenaires. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Oui, je veux bien réagir et rajouter une précision sur ce qu'a dit monsieur. C'est effectivement la déconstruction, c'est pas quelque chose, ou le curage, c'est pas quelque chose qui se fait n'importe comment, c'est exactement la construction à l'envers. Donc le principe, c'est le même. C'est l'inverse de la construction. Donc on va commencer par enlever les moquettes, enlever les portes, etc., etc. Et par rapport à la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, je vous le disais tout à l'heure, il y a une différence à avoir entre un bâtiment en construction neuf et un bâtiment en déconstruction-démolition. Sur un bâtiment neuf, c'est la responsabilité des entreprises. Parce que tant qu'il n'y a pas la réception définitive, c'est les entrepreneurs qui sont responsables de leurs déchets. Par contre, sur un bâtiment en déconstruction-démolition, en tant qu'un bâtiment en fin de vie, c'est le maître ouvrage, qui est généralement le propriétaire du bâtiment, qui est responsable de l'ensemble, donc qui a le devoir de suivre où va ses déchets et engager sa responsabilité là-dessus. Laurent Château, un mot de l'action de l'ADEME. Alors, l'ADEME en tant qu'expert, et puis ADEME fournissant des outils. Sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous avez produit ? Je sais que vous avez longtemps travaillé sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui est à disposition, effectivement, des professionnels du bâtiment et de la démolition et du recyclage et des maîtres d'ouvrage ? En fait, notre action, c'est surtout d'accompagner les pionniers et les porteurs de bonnes pratiques pour justement acquérir du retour d'expérience qu'on pourra ensuite disséminer pour toucher beaucoup plus de personnes et massifier la dissémination des actions. Donc, pour ce faire, on a notamment mené un appel à projet pour des opérations un peu exemplaires qui traitaient les différents sujets de l'économie circulaire, et notamment, alors on parlait de développement de filières pour des produits qui actuellement n'en disposaient pas, et Gilles Nantais a évoqué certains d'entre eux, mais on a aussi voulu pouvoir remonter un peu plus en amont et donc d'essayer de faire émerger des projets qui s'intéressaient à la conception du bâtiment et au concept de démontabilité qu'a évoqué Benjamin Laclos. Donc c'est comme ça qu'on a aidé un certain nombre de projets. Certains ont été évoqués là. On a permis également parmi les projets aidés de pouvoir mettre en évidence qu'on pouvait avoir des gains économiques à la clé, que ce soit en concevant différemment, et on a accompagné une entreprise de gros œuvres qui, en mettant un peu de suivi qualité dans ses processus habituels, a permis de dégager 3% de chiffre d'affaires en plus, et puis d'avoir des gains équivalents à 3% du chiffre d'affaires, et également de réduire la production de déchets du gros œuvre de 30%. Donc on peut avoir des avantages un peu collatéraux en mettant en place des bonnes pratiques. Sur un autre projet qui s'intéresse à un type de déchets particulier, vous citez les fenêtres PVC, on a réussi à montrer que démanteler des fenêtres et mettre le PVC d'un côté en filière et le verre de l'autre permettait d'économiser à peu près un quart du coût global qui intègre à la fois la dépose, le démantèlement et la mise en filière. Donc on peut, en mettant en place un certain nombre de bonnes pratiques, mettre en filière de recyclage et avoir des gains économiques à la clé. Bonne pratique et un peu d'intelligence, vous dites, et ça m'a beaucoup fait sourire, plus de matières grises pour moins de matières premières. Alors ça, effectivement, ça c'est un slogan qui n'est pas le mien, mais qui était l'intitulé d'une exposition qui avait eu lieu en 2014 à l'initiative du collectif d'architectes Encore Heureux, et qui avait intitulé une exposition sur le thème du réemploi, sur moins de matières grises, plus de matières grises pour moins de matières premières. Et c'est vraiment ça la clé de la mise en œuvre de l'économie circulaire, c'est anticiper, c'est réfléchir pour justement, quand on passe à l'action,
être beaucoup plus efficace. Pour élargir notre point de vue, je voudrais revenir vers vous, Monsieur Bazullo. Parlons harmonisation de pratique. Vous dites qu'effectivement des directives sont en cours d'application, enfin des obligations, on va dire, au niveau de l'Union. Comment on peut harmoniser ça au niveau de toute l'Union européenne? Parce que la France va le faire, l'Angleterre l'a déjà fait, si j'ai bien compris, ils sont un peu en avance sur nous. La difficulté d'harmoniser, toujours la même chose, sur la même question. Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur le concept d'économie circulaire. C'est pas qu'un problème d'environnement. Et à la direction générale marché intérieur, industrie, entreprises et PME, nous avons à cœur d'insister sur la dimension économique. L'économie circulaire, c'est garder le plus longtemps possible, si possible toujours, dans notre économie, des choses, des biens, des services que nous avons payés. Et donc, recycler, conserver les matières, conserver le verre, conserver le plâtre, conserver les agrégats dans notre économie, c'est aussi faire des économies et rendre plus performante notre économie. Donc à terme, c'est la performance, c'est notre bien-être économique. Alors, c'est quelque chose qu'il faut faire partager dans l'ensemble de l'Europe. Alors, comme vous imaginez bien, les situations sont très diverses. L'Union européenne s'est unie dans la diversité, mais il faut tout de même faire converger, notamment vers l'objectif de 70% de déchets de construction et de démolition recyclés d'ici 2020. Alors, il y a des pays qui sont déjà très largement au-dessus, bien connus. Il y a d'autres pays qui sont tout juste en dessous du seuil. Il y a des pays qui sont vraiment très en retard. Alors évidemment, nous portons notre effort principalement vers ces pays en retard. Et je suis certain, par exemple, que le protocole de gestion des déchets de construction et de démolition que nous venons de publier sera peut-être relativement peu utile pour les pays les plus avancés. Mais l'objectif, c'est de dire à ceux qui sont vraiment en retard, vous voyez, c'est possible. Et voilà la marche à suivre. Et la marche à suivre, je dirais, elle est assez bien représentée ici par cette table ronde, c'est mettre tout le monde ensemble sur le sujet. Ce n'est pas qu'une question de démolisseurs, ce n'est pas qu'une question de recycleurs, ce n'est pas qu'une question de constructeurs, ce n'est pas qu'une question de maîtres d'œuvre, de maîtres d'ouvrage, ou de collectivités publiques, ou d'instances nationales. Il faut vraiment mettre tout le monde ensemble. C'est ça la complexité de ce sujet. Ce n'est pas un problème technologique. Les entreprises, les entreprises savent développer les procédés, les constructeurs savent développer. C'est mettre tout le monde ensemble. Alors, pour ça, il faut mettre à plat ces bonnes pratiques, donner évidemment des indications, je dirais, réglementaires. Donc ça a été fait. Elles pourront évoluer dans l'avenir, c'est certain. L'objectif 70% pourra peut-être être poussé plus loin, mais dans un certain délai. On ne peut pas faire ça maintenant. Et bien entendu, l'objectif étant pour que le secteur de la construction s'en porte mieux économiquement. Benjamin Laclos, j'aimerais qu'on parle un peu d'argent. Et je le ferai avec vous aussi, messieurs. Vous dites tout à l'heure, votre co-intervenant disait que démolir un bâtiment, c'est l'inverse que de le construire. Quand on le construit, si on ne prend pas en compte, et je le fais volontairement, le coût de la gestion des déchets du bâtiment à démolition, on sait à peu près ce que ça coûte, en gros. C'est comme ça que ça permet pour un promoteur immobilier de fixer le prix du mètre carré. Mais si on commence à prendre en compte les déchets de la démolition, leur rentrée dans la filière pour arriver à une notion de 70%, enfin 70% à l'horizon 2020, on va avoir forcément un impact coût. Oui, bien sûr. Alors, quel est-il? Enfin, question un peu abrupte, mais... Les études que l'on fait maintenant, en général, si l'on compare démolition, déconstruction, la déconstruction coûte plus cher, en l'état actuel des choses. Je parle. Ce n'est pas pareil outre-Atlantique encore, où ils se rendent compte que, vu que la conception a changé et ce paradigme a changé depuis de longues années, où il y a une filière de réemploi, de conception qui est différente, où là, la déconstruction a changé, et même moins cher que la démolition, parce qu'ils intègrent la revente des matériaux. Là, après, si on pense actuellement, effectivement, quand on démolit, ça coûte moins cher. Sauf que en 2020, en 2050, on ne sera pas du tout dans le même contexte. Les TGAP seront beaucoup plus élevés, les matières premières plus coûteuses. Il y aura tout un tas de règles aussi, de réglementations qui aideront à ça. Donc, quelqu'un qui va concevoir un bâtiment maintenant, il a tout intérêt à se pencher sur la question, à faire le pari, à investir sur une conception qui sera démontable et donc d'un bâtiment plus facilement recyclable, réutilisable, que rien du tout ne faire. Alors certes, ça coûte plus cher actuellement, lorsque l'on conçoit en études, ça coûte plus cher, pas beaucoup plus
dans la construction même, mais dans 50 ans, il s'y retrouvera. Dans le coût global, c'est sûr et certain qu'il s'y retrouvera. Juste une précision sur un bâtiment, un gros bâtiment de l'université qui a été fait en Hollande. C'est un exemple aussi sur le thème de l'évolutivité. Ils ont investi, alors c'est 8700 mètres carrés de bâtiments. Ils ont fait en sorte qu'ils soient totalement démontables et évolutifs. Ça leur a coûté 10% de plus à la construction. En études, en concept, tout ça, 10% de plus. Soit à peu près 4 millions d'euros de plus. Sur 30 ans, le retour sur investissement sera de 25 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en tant que bâtiment de recherche et université, ils estiment qu'entre 5 et 10% du bâtiment devra changer chaque année. Ils ont vite fait le ratio et ils vont avoir justement un bénéfice ou une économie de 20 à 25 millions d'euros sur 30 ans. Le calcul est vite fait. Et bon, ça c'est un gros bâtiment. Il y a un constructeur aussi qui s'appelle la Girole, dans le Lot-et-Garonne, qui construit des petites maisons évolutives pour les particuliers. Et ça marche du feu de Dieu aussi, parce que les gens peuvent faire évoluer leur maison à moindre coût. Donc on y est, c'est pas une hérésie. Alors actuellement, effectivement, si on voit ça coûte plus cher là, mais il faut se projeter plus loin. Monsieur Nantais, Monsieur Sureau et peut-être aussi Monsieur Basulio, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il existe, comme pour les D3E et toutes les filières qui ont été développées, une éco-participation qui puisse financer justement le devenir des filières? Là, vous arrivez sur un sujet un petit peu épineux sur lequel nous tenons pas du tout à avancer parce que l'éco-participation sur un bâtiment, il y a tellement d'acteurs différents, tellement de fabricants différents qui peuvent être des fabricants nationaux, mondiaux, ou ça peut être vraiment tout à fait local. Donc c'est difficile. Oui, c'est-à-dire que ça ne serait pas un éco-organisme par produit, parce que là, effectivement, ça pourrait être très compliqué, mais pourquoi pas, alors je dis éco-organisme, parce que c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui en France, mais un organisme qui puisse, au titre des maîtres d'ouvrage, par exemple, eh bien, collecter une certaine somme, un certain pourcentage du bâtiment, pour effectivement, après, assurer derrière la prise en charge. Vous pouvez peut-être l'envisager sur du bâtiment neuf. Aujourd'hui, il y a des maquettes numériques qui vont exister, on appelle ça le BIM entre parenthèses, qui permettront de collecter, parce qu'on sait tout ce qu'il y a dedans, qui permettront de collecter un petit peu d'argent et de montant pour éventuellement faire une déconstruction, démolition ou une fin de vie du bâtiment avec un quantitatif produit par produit, chose qui nous manque aujourd'hui justement pour pouvoir chiffrer, pour pouvoir dire cette déconstruction est plus chère ou moins chère qu'une démolition traditionnelle. Vous parliez tout à l'heure, beaucoup de gens autour de la table concernés. Vous avez oublié les fabricants de matériaux, qui sont extrêmement importants, parce que les fabricants de matériaux, en quelques années, maintenant, ils recyclent déjà leurs propres déchets de fabrication. Et aujourd'hui, avec les produits issus de déconstruction, on arrive à ramener ces produits justement en usine pour qu'ils les réintègrent en matière première secondaire dans la fabrication. Donc ça change complètement l'aspect financier de la chose. Et pour finir de répondre à votre question... vous avez répondu. Vous avez répondu. Sébastien Sureau, je vous redonne la parole juste après, sur les coûts. Sur les coûts, c'est vrai que là aussi, pour l'instant, on estime en effet que c'est un peu plus cher. Maintenant, c'est du cas par cas. Encore une fois, tout à l'heure, je disais que ça pouvait être très régional, enfin, ça pouvait être des questions très régionales. Vous avez notamment en Ile-de-France des flux logistiques qui s'organisent plutôt bien, des filières de proximité. La rentabilité de la déconstruction est plus intéressante en Ile-de-France que peut-être dans d'autres régions. Donc, en fonction de l'évolution des filières, etc., les choses peuvent évoluer différemment en termes de coûts. Après, nous, ce pourquoi on milite aussi, c'est de dire, finalement, intégrons la déconstruction dans le projet de construction, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, quand on regarde un projet de construction, le constructeur, il le regarde au niveau zéro, c'est-à-dire une fois que le bâtiment est déconstruit. Si on intègre cette question de la déconstruction en amont et qu'on travaille déconstruction en même temps que la construction, on peut favoriser le réemploi, on peut optimiser peut-être les flux logistiques, parce que vous faites partir des déchets et en même temps vous faites venir des matières premières. Donc il y a vraiment des choses à réfléchir et là c'est vrai que peut-être que le BIM et les évolutions numériques peuvent être un atout pour trouver cette adaptabilité. Voilà.
Oui, donc on retient, je vais vous redonner la parole et après vous prendrez la parole, Monsieur Laleuf. La numérisation, enfin la numérisation, le BIM, c'est-à-dire le fait de pouvoir construire un bâtiment et connaître son coût, et aussi bien à la construction qu'à la démolition, est une attente forte pour vous. Hein, donc, Oui, alors c'est une attente. En deux mots. C'est une attente forte, sachant qu'aujourd'hui on en est vraiment au balbutiement et Voilà. pour l'instant on ne sait pas du tout où on va. donc le numérique a sa place à prendre et à ce moment-là jouer. Je voulais juste refaire un petit point sur les leviers financiers possibles. On a vu une chose intéressante aux USA où le gouvernement en fait défiscalise pour la maîtrise d'ouvrage les éléments qui repartent dans la filière de réemploi. C'est-à-dire quand vous avez un bâtiment, la matière est la vôtre, vous pouvez l'avoir comme une banque de matériaux. Si vous faites déconstruire, ils estiment la valeur des équipements qui repartent dans le circuit et ils vous défiscalisent. Donc, le surcoût que vous aurez en déconstruction est compensé par cette défiscalisation. Ça a permis de booster tout un marché et finalement le gouvernement aussi s'y retrouve parce que création d'emplois, parce que tout ça. Donc c'est un process de défiscalisation que l'on peut penser aussi pour la France et qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Idée à conserver, Monsieur Laleuf. Oui, moi je voulais revenir sur le problème du coût. Moi je pense que le problème de ce qui coûte cher dans nos opérations, c'est le manque d'anticipation. Ce que disait monsieur tout à l'heure Nantais, c'est qu'effectivement, si on vous demande dans l'espace de 12 mois de démolir un immeuble et de reconstruire une école à la place, il y a forcément pas beaucoup de place pour l'architecte qui conçoive c'est une nouvelle école. Mais le pire, c'est que si vous voulez, toute la chaîne fait qu'on s'en remet au dernier de la chaîne. C'est-à-dire que ça va être l'entrepreneur qui va se débrouiller avec les déchets, ça va être le peintre qui va se débrouiller pour nettoyer le chantier 48 heures avant l'ouverture de l'école. C'est la précipitation. Et c'est ça qui coûte cher. Et ce qui coûte très très cher, c'est que c'est également source de non-qualité. On est obligé de revenir sur ce patrimoine qui est mal fait par la suite. Et ça coûte très cher aux collectivités. Messieurs, je crois qu'on a fait le tour de la question. Merci beaucoup d'être venus apporter votre expertise. Bon, ce qu'on en retient, peut-être que Laurent Château peut reprendre le micro un instant, ce qu'on en retient, c'est que c'est possible, que le coût, et on retient effectivement les exemples qui nous ont été donnés, et pas forcément un frein. Allez-y, dites-moi si vous voulez dire un mot encore. Oui, vous avez complètement raison. Le coût n'est pas un frein parce que si on travaille comme il faut, avec la valorisation de la matière, ça peut absorber. Le seul problème qu'il y a, c'est le délai, parce que c'est un peu plus long. On en dans le revient délai. effectivement au délai, aux contraintes de temps. Monsieur Bazuot. Oui, vous avez soulevé la question de la fiscalité écologique. C'est pas moi. Ah oui, sur l'éco-organisme. Je pensais que bien vous faisiez allusion. Bon, c'est une question, ça s'appelle des instruments qui... J'étais étonné que vous ne réagissiez pas, d'ailleurs. J'allais le faire. Alors, je voudrais tout d'abord rappeler que la fiscalité, c'est une responsabilité des États membres, sur laquelle la Commission n'intervient pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il n'y a pas de corrélation entre on n'a pas encore vu de corrélation entre la mise en place d'une fiscalité écologique en matière de déchets de construction et de démolition et le niveau de recyclage. Vous avez des pays qui sont très avancés, très très loin en matière de recyclage, qui n'ont pas de taxation. Et vous en avez d'autres où la taxation est là et le recyclage n'est pas forcément en place. Donc il n'y a pas véritablement... On fait la différence entre taxes et éco-participation. Les instruments qui permettent d'intervenir sur le marché de manière donc taxe ou taxe parafiscale, etc. Ça c'est le premier point. Toujours sur le domaine financier, je voudrais aussi mentionner l'initiative de la commission Juncker dès son arrivée en 2014, qui est la mise en place du fonds stratégique d'investissement, ce qu'on appelle le plan Juncker. Et ce plan Juncker, il a parfaitement identifié le développement de l'infrastructure de recyclage des déchets de construction et démolition comme un secteur dans lequel il faut soutenir l'investissement, de telle sorte que cette infrastructure atteigne un niveau suffisant dans tous les pays, dans tous les États membres, pour passer ce seuil de 70% d'ici 2020. Et créer de l'emploi, et créer de l'emploi avec des technologies européennes, avec des matériels fabriqués en Europe et pour de l'emploi local. Donc là, il y a effectivement du soutien à l'investissement, des garanties sur les prêts, etc. Donc tout ça dans le cadre du plan Juncker. Bon, alors c'est possible, et puis c'est bien. On a fait cette émission pour dire que c'était possible, ce qui est une très bonne chose. Hein. Merci beaucoup à vous six d'être venus nous parler effectivement du bâtiment à l'heure de l'économie circulaire et de nous avoir donné de bonnes nouvelles. On n'en doutait pas d'ailleurs. On se retrouvera dans quelques instants pour une nouvelle émission sur le plateau TV de Pollutech. Merci.